Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour cette deuxième demi-journée des rencontres du développement durable, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et Montpellier Business School en direct de ce plateau. Vous le savez, on aurait aimé être avec vous en Occitanie et en live, et on n'a que le live malheureusement, mais vous pouvez interagir avec nous via le site internet des rencontres du développement durable et sur les réseaux sociaux pour cette journée consacrée à la transformation du capitalisme. Cet après-midi, nous parlons de la façon dont mobiliser toute la puissance publique pour pouvoir organiser cette transformation, la commande publique, la fiscalité, l'investissement public, évidemment la législation et la réglementation. Pour ça, la règle du jeu est toujours la même. Nous avons mobilisé tous les acteurs qui peuvent changer la donne. Et vous pouvez participer en direct sur le site internet des rencontres du développement durable, sur le bouton live, pour cette table ronde qui commence tout de suite et qui est animée par Stéphane Marchand, le rédacteur en chef de Pour l'Écho, média partenaire des rencontres du développement durable. Merci Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. C'est la deuxième table ronde de la journée. La journée est consacrée à la transformation du capitalisme. Ce matin, on a parlé du rôle des entreprises, comment elles doivent changer pour changer le capitalisme. Et d'ailleurs, ce matin, pour ceux qui s'en souviennent, à plusieurs reprises, on a évoqué le rôle mutuel des entreprises et de la puissance publique dans la transformation du capitalisme, avec une petite question, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux entreprises? Ou, si on en demande trop aux entreprises, est-ce que c'est parce que la puissance publique est défaillante? Voilà, ce genre de questions-là se sont posées ce matin. Donc nous allons commencer maintenant la table ronde sur transformer le capitalisme, employons la puissance publique, justement. Et je vais vous présenter nos intervenants. À ma droite, Bettina Laville, qui est conseiller d'État. Levez la main pour qu'on voit bien qui vous êtes. Enfin, là, on vous voit. Vous êtes conseiller d'État, vous êtes présidente du comité 21, vous êtes une militante acharnée du développement durable, mais pas depuis 2 ans, comme beaucoup, depuis 25 ans. C'est même très gentil à vous de dire 25 ans. D'accord. Donc, bien. En tout cas, vous êtes de très longue date une militante du développement durable. Philippe Lacoste, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et vous y êtes directeur du développement durable. Donc évidemment, là, on vous écoute avec impatience parce que vous allez nous raconter comment est-ce que la France, à l'échelle globale, fait passer le message. Sandra Motin, vous êtes députée. Vous êtes membre de la Commission des finances. Je sais que nous écoute en visioconférence Anthony Sellier, qui est député et membre du Conseil supérieur de l'énergie. Est-ce que vous entendez, Anthony? Bonjour, Anthony. Alors, je vous entends parfaitement. Parfait. Bah, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, Denis Simoneau, qui est délégué général aux relations institutionnelles du groupe L'Oréal. Vous nous entendez bien, Denis? Oui, bonjour. Merci. Parfait. Alors, je propose de commencer avec vous, Anthony. Vous êtes député, vous vous êtes énormément occupé de la loi énergie-climat, au point d'en être le rapporteur. Expliquez-nous pourquoi est-ce que la puissance publique et comment la puissance publique peut jouer son rôle dans la transformation du capitalisme. Quels sont les outils qu'elle a dans les mains? Alors, c'était un petit peu résumé dans le pitch de présentation de cette journée. C'est l'État investisseur, l'État régulateur, l'État percepteur. Si vous le voulez bien, moi je vais le décliner de 4 manières différentes. L'État, il a à sa main ou à ses manettes la possibilité d'interdire, la possibilité de sanctionner, la possibilité d'autoriser, d'inciter. Alors l'obligation, avec tout ça, on peut impulser, j'allais dire, une trajectoire finalement. Et c'est aussi une des missions de l'État. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que l'État, il ne peut pas tout. Il peut beaucoup, au travers des différentes manettes que je viens de vous exposer, mais il ne peut pas tout. Et chacun d'entre nous, finalement, a une part, au travers de nos actions individuelles ou collectives, une part de responsabilité dans ces changements de modèle. Que vous dire? Les politiques, je salue ma collègue parlementaire, ont une possibilité d'infléchir tout cela. Les citoyens, au travers de leur consommation, ont la possibilité de le faire également.
Et les entreprises, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont au cœur de modèles capitalistiques, en première ligne, elles peuvent prendre en compte le risque, par exemple le risque climatique, dans ses acceptations physiques, sur l'impact financier qu'elle peut avoir sur son modèle d'entreprise ou son modèle éthique, par exemple. Et puis ça peut répondre aussi à une demande, et on le voit bien en ce moment, à une réponse d'une demande sociétale. Alors dans la loi énergie-climat, on a choisi d'inscrire l'urgence, qu'on appelle l'urgence écologique et climatique. Et vous parliez des entreprises tout à l'heure. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand j'interviens dans des colloques, notamment en face de chefs d'entreprise, que finalement, il y a deux typologies d'entreprises. Il y a celles qui ont parfaitement compris les enjeux qui sont liés, je parlais du climat, mais au sens plus large, au développement durable, au climat et aux enjeux écologiques. Il y a celles qui ont parfaitement compris et qui ont adapté leur modèle, ou qui sont en train d'adapter leur modèle à ce que la société, l'État sont en train de mettre en place ou d'imposer. Et puis il y a celles qui, je le dis à chaque fois, mais de manière humoristique, mais croyez-moi que quand vous êtes rapporteur et que vous avez de grandes entreprises en face de vous et qui vous disent qu'il ne faut pas que je m'inquiète, monsieur le rapporteur, on commence à en parler dans nos séminaires, je peux vous dire que ça pique aux oreilles. Il y a deux types d'entreprises. Celles qui ont compris et qui vont prendre le virage et qui ont déjà amorcé ce virage, et celles qui n'ont pas encore eu l'intuition et qui vont avoir du mal à s'adapter aux contraintes imposées ou réglementaires ou imposées physiquement par les changements de modèle économique et écologique, que tout cela est en train de nous imposer. Alors, vous voulez que je continue ou vous voulez qu'on fasse un tour de table? Non, mais écoutez, merci pour cette intervention. Je vais rebondir avec Sandra Motin, puisque vous êtes également députée, et avec la question suivante. Le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est le prototype de l'action qui a besoin de continuité, de durée, ça dure 20, 30, 50 ans. Tout ça est impulsé par les politiques qui sont élus, tout à fait normal, c'est très bien, nous sommes en démocratie. Le problème, c'est que vous changez assez souvent et que vous êtes mus par l'idéologie politique, et c'est très bien, c'est comme ça que vous avancez, c'est le moteur qui vous lie, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le mot durable, de développement durable, et le caractère extraordinairement éphémère des mandats politiques? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit sur l'idéologie. Je pense que l'idéologie, en politique, c'est très important. Parce que, quelque part, c'est comme ça qu'on construit un modèle de société vers lequel on veut aller. Mais les politiques, ils ne construisent pas ce modèle de société tout seuls entre quatre murs. Ils le font aussi en écoutant leurs concitoyens, en écoutant les demandes sociétales, comme le disait Anthony tout à l'heure. Donc, les projets qui sont développés depuis plusieurs dizaines d'années. Monsieur, vous parliez tout à l'heure, avant que nous commencions l'émission, du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, il a déjà quelques années. Madame, vous êtes depuis quelques années déjà très investie sur la question de l'environnement et du développement durable. Ces questions-là, en réalité, elles traversent nos sociétés depuis très longtemps. Alors oui, le politique, il est éphémère, parce que nos mandats sont courts, parce qu'effectivement, il y a des alternances politiques. Mais je crois quand même que depuis très longtemps, finalement, depuis 1945, je dirais, enfin, l'après-guerre, et depuis le modèle aussi un peu exceptionnel que nous avons mis en place en France, avec un capitalisme que je qualifie de social. Pourquoi ? Parce que vous soyez un social-démocrate ou que vous soyez un gaulliste social, finalement, ce qui nous lie, c'est ça, c'est le bien-être de nos concitoyens. Et le développement durable, il prend en compte, bien évidemment, le bien-être de nos concitoyens. Et en réalité, le capitalisme que nous avons en France, il est beaucoup moins financier qu'ailleurs, il est beaucoup plus social. On parle beaucoup de partage de la valeur. Et concernant le développement durable, je crois qu'il y a une certaine continuité depuis plusieurs dizaines d'années, non pas parce que les politiques, tout d'un coup, ont découvert que c'était le Graal, mais simplement parce que notre société et le temps que nous vivons actuellement, c'est celui de la prise de conscience. C'est, contrairement aux années 70, où on était dans la société de consommation, quelque chose de très nouveau, mais qui était aussi une demande sociétale.
Aujourd'hui, on est dans une prise de conscience de l'impact de nos activités économiques sur la planète et on souhaite effectivement mieux intégrer notre impact à des questions de biodiversité et à mieux préserver notre environnement. Et je voudrais juste terminer en disant que cette année, on va avoir pour la première fois, et on est on est même le seul pays au monde à le faire, une vision du budget de la nation vue à l'aune justement de ce développement durable, avec 6 critères, non pas seulement le CO2, mais aussi les ressources en eau et d'autres critères, des axes qui sont essentiels justement pour savoir comment nous, puissance publique, que ce soit les administrations ou les politiques, comment est-ce qu'on dirige finalement nos actions, notre argent, parce que l'argent public, c'est aussi ce qui permet d'impulser des politiques publiques, mais tout ça n'est qu'au service d'un projet, et on a besoin d'indicateurs aujourd'hui pour mieux connaître et mieux reconnaître les effets de nos actions et donc de nos politiques publiques sur l'environnement des Français globalement et sur leurs impacts à court, long et moyen terme. Donc c'est ce que fait ce green budgeting en bon français, comme on l'appelle, qui est un travail fantastique qu'ont fait à la fois le ministère de l'écologie et le ministère des Finances pour vraiment passer au tamis de ces critères-là, l'intégralité du budget de l'État. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et je suis sûre que tout le monde ici s'en saisira. Comment se fait ? Bien sûr. Et donc, je crois que ça démontre bien que même si nous, politiques, on n'est pas là pour forcément très longtemps, moi j'ai un mandat de 5 ans qui se termine dans 2 ans, concrètement, je crois que ça, c'est quelque chose qui perdurera. Parce qu'on ne peut plus ne pas le faire, tout simplement. Donc voilà, donc oui, la puissance publique, elle est là, on parle souvent de la continuité de l'État, les administrations, les fonctionnaires sont là aussi pour garantir, et ils tiennent bien, et ils tiennent fort sur certains principes et sur certaines valeurs, et donc on peut aussi leur faire confiance pour garder cette continuité, et je crois qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant et qu'on met une nouvelle pierre à l'édifice, quelque part c'est un mur qui, au fur et à mesure, ne peut pas être déconstruit, et donc je crois que tous les politiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain continueront sur ce chemin du développement durable. Très bien. Merci beaucoup. Donc, le développement durable fait un peu partie des domaines régaliens où on ne s'affronte pas parce qu'il y a des enjeux plus importants qui recouvrent le débat politicien. Un petit peu, c'est ça que vous nous dites. Si c'est vrai, tant mieux. C'est quelque chose qui traverse, en fait, je pense, aujourd'hui, l'intégralité des décisions de politique publique. Parce que de toute façon, chacune de nos décisions a un impact. Je vous dirais par exemple que des dispositifs d'aide à la création de logements neufs, comme le dispositif Pinel, a un impact sur le développement durable, puisque c'est de l'artificialisation des sols, mais c'est aussi du logement dont on a besoin au niveau social. Ça peut être de la construction durable ou pas, ça dépend des critères qu'on y met. Donc tout ça s'évalue. Et alors, d'un parti à un autre, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs et je dirais que vous ne vous servez pas forcément des mêmes leviers. Je crois que l'objectif, il est partagé par tous. Ce sont les leviers d'action, finalement, qui diffèrent d'une vision à une autre. Et nous, en tout cas, on essaye de porter une vision qui soit à la fois équilibrée, qui permette à la fois au monde économique de prendre le virage, comme le disait très bien Anthony, mais aussi d'avoir le temps de le faire, de ne pas renverser la table, mais de plutôt accompagner et donner des objectifs, à la fois en incitant, mais aussi en plaçant des échéances claires, tenables, au-delà desquelles la sanction peut arriver. Merci. Alors, donc on accepte l'idée qu'il y a en France un certain consensus sur le long terme sur ces sujets-là, au-delà des différences politiques. Il est clair que sur la scène internationale, ça n'est pas le cas. On voit bien qu'il y a des affrontements terribles entre de véritables systèmes philosophiques qui s'opposent, en tout cas apparemment. Philippe Lacoste, donc ça, la planète, c'est votre domaine. Hein, vous êtes directeur du développement durable au ministère des Affaires étrangères. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ce que vient de dire la députée pour la France est valable pour le monde? Il y a tout avance malgré les échauffourées permanentes? Ou alors, en fait, non, tout n'avance pas? Je crois que dans ce qu'a dit la députée, il y a des choses qu'on retrouve et qui avancent, qui est la question fondamentale des indicateurs. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir de quoi on parle.
et ce n'est pas toujours évident au niveau international. Donc d'avoir des mécanismes sûrs, transparents, de suivi qui permettent de mesurer finalement les effets des décisions publiques dans un pays ou dans un autre. Après, et l'actualité le prouve amplement, vous avez des sujets qui deviennent des sujets aussi de politique intérieure, et donc qui se transforment dans les positions internationales de ces pays, où on voit certains pays qui peuvent changer de position. Je crois que fondamentalement, c'est aussi une approche un peu du multilatéralisme, c'est-à-dire de faire une régulation internationale. Certains pays, dont la France, y sont plus favorables, consistent à penser que voilà, parmi les solutions pour gérer les biens publics mondiaux, c'est peut-être l'ONU n'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas c'est la moins mauvaise des solutions, et en tout cas il vaut mieux en parler plutôt que de prendre des décisions unilatérales. Et puis il y a d'autres pays qui sont plus soit très attachés à leur souveraineté, soit qui, je dirais, parce qu'il y a des courants d'opinion à leur intérieur difficiles à convaincre sur cette voie-là, parce que ça remet en cause un certain nombre de systèmes économiques ou de grandes entreprises. Donc, mais globalement, je crois que depuis qu'on fait, Madame Laville pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais depuis les années 70, où finalement il y a eu une prise de conscience. J'y étais pas quand même. Non, mais les premières grandes conférences sur l'environnement, la conférence de Stockholm, on va bientôt fêter les 50 ans. Voilà, je crois que l'ensemble des pays a des degrés variables, mais ne peut plus quand même faire l'impasse sur ces sujets, et qu'en tout cas, même en termes de retour de politique intérieure, ce serait difficile. Donc après, le cheminement, il n'est pas forcément linéaire. Alors une petite question en plus pour vous, Philippe. Au sein du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, vous défendez la cause du développement durable, c'est votre job, donc vous le faites. Mais la France, elle a une politique étrangère, et à pas mal de moments, on a l'impression que la politique étrangère n'est pas entièrement compatible avec le développement durable. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. On vend des avions de chasse à l'Égypte. Est-ce qu'on est capable d'être très dur avec l'Égypte sur sa pratique du développement durable dans la ville du Caire, par exemple? Je prends cet exemple-là. Donc, est-ce que vous vivez des moments difficiles, des espèces de déchirements intérieurs ou... Non, je crois que ce n'est pas des déchirements intérieurs. C'est dans la politique publique, il y a des objectifs qui sont parfois contradictoires. La diplomatie économique, je dirais le souci de préserver l'emploi, mais c'est aussi dans les décisions quotidiennes politiques que se posent ces différents sujets. Donc non, je le vis en défendant les objectifs, et puis après il y a une position qui est définie et qu'on applique. Je pense que c'est déjà important que ces sujets-là soient pris en compte au moment de l'élaboration de la décision et de la position. On a les mêmes sujets en matière de politique de développement, qui est aussi le développement international, où parfois on a des contradictions entre des projets qui peuvent être portés par un grand groupe français et puis les intérêts du pays. Donc il faut trouver une position ou parfois faire évoluer le projet pour qu'il prenne en compte aussi les considérations de développement durable. Et on y arrive assez souvent, contrairement à ce qu'on pense. Merci beaucoup. Bettina Laville, parmi les outils dont dispose la puissance publique, au sens national, au sens européen et au sens mondial, il y en a un tout particulièrement fort, c'est le droit. Et le droit, c'est votre spécialité. Alors, expliquez-nous comment est-ce que le droit fait progresser le développement durable et contribue à la transformation du capitalisme. Alors, avant de vous parler de ça, je voudrais rappeler que durable, dans le développement durable, ne veut pas dire qui dure. C'est issu du mot sustainable et ça veut dire viable. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment très important à dire. D'ailleurs, ceux qui étaient contre l'appellation durable en français avaient peur que justement on ne se souvienne pas, en fait, au départ de ce sens très difficile à traduire de sustainable. Donc, ce que je veux dire par là, pour rebondir à ce que nous a dit Madame la députée, c'est que à travers des changements gouvernementaux,
le développement durable, quel que soit, sauf si ce gouvernement n'est pas démocratique, parce que la démocratie est une condition du développement durable, à travers les différentes majorités, il y a une continuité. Alors pour répondre à votre question, oui, le droit est un instrument très important pour plusieurs raisons. Premièrement parce que, si je prends la France par exemple, le développement durable aujourd'hui est constitutionnel puisqu'il fait partie de la charte qui a été adoptée au tout début de ce siècle, voulue par Jacques Chirac d'ailleurs et très promue par quelqu'un qui est devenu ministre de l'Environnement ensuite, qui était Nathalie Kosciusko-Morizet. Et cette charte, en fait, a un certain nombre d'articles qui reprend les grands principes de Rio, en particulier ce fameux principe de précaution qui a été tellement débattu au moment du débat constitutionnel sur la charte. Donc ça, c'est tout à fait important. Deuxièmement, même dans notre droit français, bien avant la notion de développement durable dans la Constitution de 1958, par exemple, le socle, c'est l'intérêt général. Et c'est un très beau mot que d'ailleurs le président de la République a repris, alors qu'on ne l'emploie pas souvent dans l'article 1 de la Constitution, c'est l'utilité commune. Et Philippe Lacoste parlait des biens publics mondiaux. Et cette utilité commune, vous voyez, ces biens publics mondiaux, ce bien commun, qui est une notion juridique qui n'est pas celle, je dirais précisément dans notre Constitution, mais qui est au cœur de tous les textes onusiens et qui est aujourd'hui vraiment en débat dans toute la société française, eh bien aux origines de la Révolution, c'est-à-dire en fait dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'utilité commune, c'est dans l'article 1. Voilà. Et donc forcément reprise, c'est pour ça que je citais la Constitution de 1958. Donc, la mutation, à mon sens, de l'intérêt général vers le bien commun rend compte, en fait, des différents paramètres internationaux. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le droit européen. Et ça, c'est tout à fait important. Nous n'aurions pas avancé dans les grands fondamentaux, en particulier de l'environnement, sans les décisions européennes et le droit européen. Le droit européen a été pendant très longtemps un aiguillon des droits nationaux, et comme en l'occurrence par le jeu institutionnel, eh bien, le droit européen est supérieur dans beaucoup de cas, en tout cas au droit français, eh bien, le droit français doit respecter le droit européen. Et c'est l'Europe qui a fait avancer l'environnement. Ça s'inverse parfois d'ailleurs. Regardez la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Les directives RSE se sont inspirées de la loi de 2001 et du décret de 2002 qui ont fondé en France la RSE et qui ont au contraire inspiré. Donc ce n'est pas toujours dans un sens. Quatrième observation, aujourd'hui vous avez toutes sortes d'expressions nouvelles du droit. Le droit avance toujours par la jurisprudence et vous avez aujourd'hui une notion qui est de plus en plus importante et qui est débattue à l'ONU, c'est ce qu'on appelle la justice climatique. Alors la justice climatique, c'est un petit peu compliqué parce que ça n'a pas, comment dirais-je, ça ne s'ancre pas, si vous voulez, dans des concepts constitutionnels précis et tout, mais peu à peu, ce qu'on appelle justice climatique, c'est le résultat de décisions juridictionnelles de toutes sortes de tribunaux qui font que le droit, le droit du climat, en fait, si on peut dire, s'applique peu à peu et crée des obligations. Et ça, c'est tout à fait important parce que le droit international n'est jamais un droit contraignant. Il peut l'être quand il y a des sanctions, hein, je parle sous votre contrôle, mais il ne l'est vraiment jamais. Ce sont très souvent plutôt des injonctions. Voilà. Tandis que quand il y a une jurisprudence précise, bien, le droit se construit et les tribunaux de chaque pays, français en l'occurrence, sont obligés de s'y référer. Et on voit par exemple au Conseil d'État, peu à peu, une jurisprudence évoluer en matière climatique qui rend de plus en plus compte de cette
idée de justice climatique qui a été, par exemple, plutôt forgée par des tribunaux hollandais, pour les citer, etc., etc. Donc, le droit, c'est un socle extrêmement important. Maintenant, il y a aussi la manière de faire respecter le droit. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, évidemment, comment dirais-je, le grand feuilleton annuel, c'est le droit européen avec les directives oiseaux, etc., et la chasse, enfin ce secteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est comme un métronome. Les gouvernements, quels qu'ils soient, mais alors vraiment quels qu'ils soient, cèdent devant la pression des chasseurs et donc prennent des arrêtés qui sont considérés, puisque évidemment les ONG les présentent, les contestent devant les tribunaux, ils sont considérés comme illégaux. Donc l'État est condamné et l'État dit « Ah, excusez-moi, moi je voulais, mais l'Europe ne veut pas ». C'est absolument scandaleux. Et alors, je dis ça d'autant plus, si vous voulez, de manière détendue, que c'est tous les gouvernements, hein, je veux dire, à droite, à gauche, au milieu, en marche, en immobilité, tout. Voilà, tout le monde le fait, ça, je veux dire, c'est aussi clair que ça. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne comme sentiment? Eh bien, ça donne tout simplement au peuple le sentiment que l'Europe n'est pas sérieuse. Alors que l'Europe n'est très, très sérieuse. Regardez, par exemple, les plans de relance, pour en revenir au sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est le développement durable. Eh bien, le plan de relance européen, véritablement, respecte pour l'instant les principes de développement durable. Et le plan de début d'année, qui n'est pas interrompu, mais qui, j'espère, va être encore renforcé par le plan de relance, le plan de début d'année s'appuie sur tous les principes de développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette défense du droit. Denis Simoneau, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. J'aimerais venir vers vous maintenant. Donc, vous êtes, je le rappelle, le délégué général aux relations institutionnelles de L'Oréal. J'aimerais vous poser la question un peu naïve suivante. Est-ce que quand on est dans un groupe de cette importance, présent dans le monde entier, avec des moyens immenses, est-ce qu'on n'est pas d'une certaine manière une puissance publique? Écoutez, non, on est une entreprise privée, mais ce que je voulais dire, et pour faire avec une liaison compliquée, j'espère. On ne vous entend pas très bien. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu des... Donc je vais essayer quand même de faire référence à ce qui a été dit pour indiquer peut-être qu'une entreprise comme la nôtre, qui effectivement... Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Il y a du larcène. Il y a du larcène, voilà. Donc une entreprise comme la nôtre, elle intervient effectivement à l'échelle nationale, européenne et internationale. Et donc la puissance publique, elle a une capacité d'intervention sur ces différents échelons. Ça a été mentionné au niveau international, donc si on prend les décisions des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Allô, allô? Oui. On vous entend. Vous m'entendez? Donc, si on prend au niveau international, vous avez les objectifs de développement durable qui ont été arrêtés par les chefs d'État et de gouvernement et qui ont permis finalement d'agir dans un cadre agréé par l'ensemble des pays et qui, peu ou prou, correspond à la responsabilité sociale et environnementale des grandes entreprises. Je ne reviens pas sur l'accord de Paris, qui évidemment a été, de ce point de vue-là, une avancée considérable qui a permis effectivement à tous les acteurs, y compris de s'inscrire dans un mouvement international en faveur du développement durable et du climat. À l'échelle européenne, et on en a parlé un peu, c'est vrai que beaucoup de
réglementations, que ce soit des directives, ont permis d'avancer sur les questions de développement durable. Et on le voit aujourd'hui avec le Green Deal européen, on a effectivement un cadre qui est extrêmement complet pour pouvoir agir, y compris du côté des entreprises. Et enfin, sur le plan national, on a aussi, c'est vrai, avec le plan de relance, un cadre qui est très défini, très encadré, pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, interviennent également dans cette orientation de développement durable. Donc, ce que je voulais dire là, c'est qu'un opérateur privé comme L'Oréal, qui est présent effectivement dans quasiment tous les pays du monde, s'inscrit dans un cadre qui est défini par la puissance publique. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, et ça, monsieur et madame les députés l'ont mentionné, c'est vrai que l'État ou la puissance publique, elle a des moyens d'action qui sont autour de la fiscalité, autour de la norme, de la réglementation, autour de l'investissement, et que, évidemment, l'opérateur privé, il s'inscrit aussi dans ces décisions qui sont prises par la puissance publique. Donc, autrement dit, une entreprise, quelle que soit sa taille, j'ai travaillé auparavant pour Engie, je travaille maintenant pour L'Oréal, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle est contrainte d'agir dans ce cadre défini par la puissance publique. Alors, je ne parlerai pas d'hyperpuissance, comme c'était mentionné dans l'intitulé de la présentation de cette table ronde, mais je crois qu'il y a indéniablement une puissance publique, et l'entreprise, quelle que soit sa taille, est contrainte de s'inscrire dans ce cadre défini par la puissance publique. C'est vrai pour L'Oréal, c'est vrai pour les GAFA aussi. On critique aujourd'hui beaucoup ces grandes entreprises, principalement américaines, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des entreprises de taille comparable et d'activité comparable en Chine, en Russie ou en Inde, par exemple, dont on parle moins. Mais toutes ces grandes entreprises, elles sont aussi contraintes d'agir dans un cadre qui est quand même défini par la puissance publique. Donc, je crois que nous ne sommes pas, pour répondre à votre question, en tant qu'entreprise, une puissance publique. Nous intervenons dans un cadre qui est défini par la puissance publique. En revanche, nous avons effectivement des moyens, des capacités d'action, peut-être que j'y reviendrai ultérieurement, pour vous montrer comment on peut effectivement contribuer à des objectifs communs entre les opérateurs privés et la puissance publique, parce que, comme je l'ai dit, en particulier en matière de responsabilité sociale et environnementale, je trouve qu'il y a aujourd'hui une très grande convergence entre les objectifs de développement durable définis par les chefs d'État et de gouvernement il y a maintenant 5 ans aux Nations Unies et ce que font la plupart des opérateurs privés. Merci. Merci Denis. Je voudrais rebondir toujours avec vous sur un point qui est souvent mentionné, une extension récente et assez considérable de la responsabilité des entreprises, c'est le devoir de vigilance. Donc j'aimerais avoir un peu votre vécu sur le devoir de vigilance d'une part, et puis vous reposer la question que j'ai déjà posée ce matin à plusieurs membres de la table ronde qui parlaient de l'entreprise. Jusqu'où, selon vous, doit aller la responsabilité de l'entreprise? Vous venez de dire, nous ne sommes pas du tout une puissance publique, nous sommes une entreprise privée. Ça veut dire qu'à un endroit, il y a une paroi qui limite votre responsabilité. Au-delà de cette paroi commence la responsabilité de la puissance publique. Alors, est-ce que vous pouvez premièrement répondre à la question sur le devoir de vigilance et deuxièmement, où est la paroi, même si la question est un peu schématique? Oui, je ne parlerai pas de paroi parce que justement, moi je fais partie de ceux qui essaient de construire des ponts plutôt, je dirais, entre le secteur privé et le secteur public. Moi je pense que ce qui distingue quand même beaucoup le secteur public du secteur privé, c'est la notion d'intérêt général. Autrement dit, la motivation première d'une puissance publique, ça doit être l'intérêt général. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même la motivation principale. La motivation principale de l'opérateur privé, c'est d'accomplir la mission pour laquelle il a été installé, construit, bâti. Et donc, il peut y avoir des points de convergence, mais je pense que ça distingue quand même beaucoup. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, on parle aujourd'hui de plus en plus de responsabilité des entreprises, donc responsabilité sociale, environnementale, et s'inscrit dans ce cadre, en effet, toute la réflexion sur le devoir de vigilance
Vous vous rappelez qu'il y a eu en France une loi Sapin extrêmement engageante sur ces aspects-là, pour que les entreprises françaises respectent les droits de l'homme, le développement durable, les questions d'environnement. Et donc, ça a suscité beaucoup de débats, mais on a aujourd'hui une loi qui commence à faire ses effets, qui permet à toutes les parties prenantes d'être spécifiquement vigilantes par rapport à l'action des entreprises. Donc, les entreprises ne doivent pas agir hors de ce cadre de responsabilité. Aujourd'hui, toute la question, c'est effectivement de savoir si on va plus loin avec une législation européenne, puisque le commissaire Reynders nous propose effectivement un devoir de vigilance à l'échelle européenne, que la présidence allemande soutient, mais on observe encore un certain nombre de réticences quand même de la part du monde économique sur ces questions-là, en disant finalement les questions de droits de l'homme, les questions d'environnement à la limite sur certains points précis, bien sûr ça nous concerne, mais on n'est pas nous responsables, nous entreprises. Et je veux dire que président depuis maintenant 5 ans la commission anticorruption et responsabilité sociale et environnementale de la Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris, je pense que le débat a beaucoup progressé en faveur justement de cette responsabilité des entreprises. On voit aussi qu'il y a aujourd'hui un débat très intéressant, je trouve, sur la façon d'intégrer dans la comptabilité des entreprises les aspects qu'on appelle ESG, donc environnementaux et sociaux, et qu'on aboutira, je l'espère, un jour à une comptabilité plus verte finalement. Jean-Paul Agon, notre président-directeur général, dit toujours qu'évidemment, on regarde la performance économique et financière de L'Oréal, qui est assez bonne d'ailleurs, je vous le confirme, mais on regarde aussi la performance sociale et environnementale de L'Oréal. Et c'est logique parce que la consommatrice, le consommateur qui s'intéresse aux produits de L'Oréal, eh bien, il regarde aussi dans quelles conditions on a fabriqué nos produits, dans quelles conditions on les vend, dans quelles conditions on les utilise. Et ça, c'est très lié à des questions sociales et environnementales. Et c'est la raison pour laquelle on a récemment décidé de passer à une deuxième étape de notre programme de RSE qui s'appelle L'Oréal pour le futur, où on va travailler sur des questions liées à la biodiversité, à des questions liées à l'économie circulaire et à des questions liées aux aspects sociaux et notamment à la situation des femmes vulnérables partout dans le monde. Merci Denis, merci pour nous avoir partagé ces points-là. Sandra Motin, vous souhaitez réagir? Oui, je trouve très intéressant ce que nous a expliqué M. Simoneau, et quelque part on voit comment la puissance publique peut imposer des pratiques plus vertueuses aux entreprises. Moi je voudrais parler aussi de ce qu'on a pu faire dans la loi Pacte notamment, où on ne fait pas que imposer des choses, mais on propose aussi. Donc la puissance publique, là en l'occurrence, a proposé aux entreprises 2 choses qui me semblent essentielles. D'abord, de définir leur raison d'être. Parce que, il le disait, une entreprise, au départ, si on se place d'un point de vue purement capitalistique, c'est fait pour faire des profits, c'est fait pour faire de la valeur ajoutée, et donc le capital doit rapporter. Mais on sent bien aujourd'hui que les choses évoluent et que les entreprises créées au début du XXe siècle avec cet objectif-là ont changé finalement. Et qu'aujourd'hui, au-delà de faire du profit, quelque part, créer de la valeur, ce n'est pas que de la valeur en euros ou en dollars, c'est aussi de la valeur humaine. Donc cette notion de raison d'être des entreprises, elle est extrêmement importante. Et la deuxième chose qu'on a permis, c'est de créer des nouveaux types d'entreprises, comme les entreprises à mission. Et on voit des grands groupes se réinventer quelque part grâce à ce nouveau modèle d'entreprise à mission. Et on assiste, je crois, à une jolie transition, effectivement, dans un modèle durable, au sens où vous l'avez dit, madame, et vous avez totalement raison, parce qu'il est à la fois soutenable et il est lent, parce que tout ça ne se fait pas en un jour, mais entre la raison d'être des entreprises et ces nouveaux types d'entreprises qui ne se donnent plus forcément comme objectif de créer uniquement de la valeur ajoutée, mais bien d'avoir des missions pour la société, la puissance publique donne aussi, quelque part, des objectifs et des possibilités de transformation à nos entreprises. Alors, je ne veux pas du tout jouer ici le rôle du cynique, ça n'est pas le propos, mais cette affaire de raison d'être de l'entreprise, hormis un cercle assez restreint et assez parisien, est pas mal critiquée comme principalement un outil de communication.
un peu vide de substance, vide de réalité, vide d'indicateurs, et un certain nombre de juristes, et vous le savez mieux que personne, contestent en plus l'article de la loi Pacte tel qu'il a été rédigé, au sens où il pourrait donner lieu à des procès, etc. Donc, Bettina Lamine, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, avant peut-être que vous réagissiez à autre chose. Oui, enfin, c'est des contestations de salon, parce que en l'occurrence, si vous voulez, la loi Pacte et cet article-là a été porté devant le Conseil constitutionnel et il ne s'est strictement rien passé. Donc je pense que, voilà, au niveau constitutionnel, ça me paraît tout à fait intéressant. Et, vous savez, on a dit exactement ça de la RSE. Je me souviens, dans les années 2002, on a dit que c'était du greenwashing. Bon, alors... le mouvement, comme vous l'avez dit, Madame la députée, va assez lentement. C'est-à-dire que ça commence, et ça c'est un sujet, par les multinationales, les grandes entreprises qu'on appelle le CAC 40. Alors il y en a déjà à peu près 10 qui ont écrit leur raison d'être. Et je peux vous dire que ça a donné lieu à une mobilisation, en particulier des salariés, très souvent dans les entreprises, et un dialogue très important qui est au sein de la RSE, qui a été important. Le sujet, c'est que cette raison d'être, il y a des petites entreprises, des moyennes entreprises qui peuvent effectivement s'en emparer. Ça, la Covid est évidemment un frein extraordinaire. Quand vous avez un chiffre d'affaires qui baisse dramatiquement avec la pandémie, le confinement et la crise économique qui est là et qui vient encore plus, il est évident qu'on ne s'occupe pas trop de la raison d'être. Mais vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent que les entreprises qui sont très en avance dans la RSE résistent finalement plutôt mieux que les entreprises qui ne s'en sont pas préoccupées, même quand elles n'avaient pas des obligations légales, et pour l'instant les PME n'ont pas d'obligations légales. Et donc ça, je crois qu'il faut vraiment le savoir. Et alors oui, bon, il y a des débats juridiques, il y a des débats juridiques autour, si vous voulez, du détournement que serait l'objet social, en fait, hein, par rapport à la raison d'être. Moi, je crois que le droit, vous savez, il se fait en marchant, hein, je veux dire, et pour l'instant, tout ça est, à mon avis, extrêmement prometteur. Donc, je voulais effectivement réagir par rapport à ce que Madame a dit, en ce sens que c'était très intéressant parce que le directeur des affaires institutionnelles de L'Oréal parlait d'intérêt général. Or, vraiment, l'intérêt général, c'est une notion constitutionnelle qui concerne l'État. En revanche, c'est pour ça que je me permettais d'employer la notion de bien commun, parce que je trouve que la notion de bien commun est une notion qui allie le secteur privé et le secteur public. Parce que finalement, une entreprise qui produit un produit, qui fabrique un produit qui va à l'encontre du bien commun, aujourd'hui est une entreprise sanctionnée, soit par des lois environnementales, soit par des lois sociales, soit par une loi qui commence à être de plus en plus importante, c'est la loi du consommateur. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, on ne peut pas dire que ça soit vraiment l'intérêt général, parce que l'intérêt général, c'est quelque chose de très normé, si vous voulez. Mais le bien commun public, à partir des définitions bien commun internationales, biens communs mondiaux, biens publics mondiaux, common goods, hein, et ensuite le bien commun avec cette tradition de biens communs qui date de l'Antiquité. Hein, je veux dire, res communis, ça veut dire quelque chose aussi bien en droit international qu'à travers des traditions religieuses. Ça me paraît vraiment tout à fait important. C'est pour ça qu'au Comité 21, dans notre rapport sur la transformation, qui justement interroge un petit peu le capitalisme, on a une de nos propositions, je l'ai envoyé à tous les députés d'ailleurs, on a une de nos propositions qui serait de mettre à l'étude ce que j'appelle une société de biens communs. Parce que cette société de biens communs, en fait, ça peut être un statut nouveau qui rend plus compte du produit fabriqué par une entreprise qui sert au bien commun avec peut-être des statuts nouveaux. On pourrait penser par exemple au vaccin contre la Covid, dont on entend effectivement que ça pourrait être un bien commun de l'humanité. Exactement. D'accord.
Merci beaucoup. Anthony Sellier, au cours de la conversation qu'on avait eue avant la table ronde, vous aviez insisté sur le fait que l'État impulse des dynamiques, influence le débat et flèche des budgets. Donc tout ça est très important. Et vous faisiez allusion à l'avion vert en 2035. En prenant cet exemple-là, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que maintenant, 2035, l'avantage, c'est que c'est quand même une certaine distance, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire ce qui va se passer d'ici 2035 pour que ça se produise? Techniquement ou technologiquement, vous m'excuserez, mais je ne vous l'expliquerai pas. Par contre, je vais revenir sur les discussions et rebondir sur votre intervention. L'État, c'est l'État, la puissance publique à part entière, elle intervient sous différentes formes. On l'a dit tout à l'heure, sous la forme de l'interdiction. L'interdiction, par exemple, moi je travaille sur ce qu'on appelle les garanties export sur les énergies fossiles, où on s'interdit, en tout cas on amène les entreprises françaises à ne plus faire ce que l'on ne s'autorise pas à faire sur notre propre sol. C'est un temps qui est un peu plus long à mettre en place, mais c'est éminemment d'actualité et c'est systématiquement, le PLF de l'année dernière, on a travaillé sur des projets de charbon, de gaz, de pétrole de schiste, de torchage de gaz, donc tout ce qui est inhérent aux énergies fossiles. Aujourd'hui, ce sont des garanties export qui ne bénéficient plus à des entreprises françaises pour aller conquérir des marchés à l'international parce qu'on part du principe que ce n'est plus possible que l'État français accompagne ces entreprises dans ces domaines-là. Et il y a encore d'autres domaines sur lesquels on est en train de travailler pour conquérir une vertu écologique et durable encore plus importante et faire en sorte que les entreprises françaises prennent également cet angle-là et cette trajectoire. Alors l'État, il peut accompagner, si je vais rebondir sur votre intervention à 2035 et l'avion vert, au travers du plan de relance. Quand on lance dans ce plan de relance des investissements dédiés à l'hydrogène sur l'innovation, l'État est en train de montrer le cap, c'est-à-dire qu'il montre un horizon qu'on se fixe à 2035 pour obtenir une nouvelle forme de mobilité à partir de l'hydrogène pour faire en sorte que l'avion vert... Alors est-ce que l'avion vert à l'hydrogène, il va voler en 2035 ? J'en sais rien. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'impulser et d'envoyer tous les signaux au travers de l'investissement de l'État, tous les signaux pour dire là, il y a une filière, là, il faut y aller, la puissance publique va s'exprimer et ça permet d'envoyer des signaux à des entreprises privées qui travailleraient et dans l'intérêt de la mission initiale qui leur a été confiée par les marchés, mais je rebondirai sur l'intervention de la professionnelle du droit, excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre nom, en ayant bien en tête que l'État fixe des garde-fous pour que les entreprises n'aient pas un pouvoir de nuisance sur l'intérêt général ou le bien commun, comme ça a été précisé auparavant. Donc l'hydrogène vert, et le plan de relance sur l'hydrogène vert, c'est aussi un point de méthode, un cap pour se projeter et embarquer, excusez-moi le mot un peu trivial, mais embarquer toute une filière dans cette projection à un horizon qui est de 2035. 2 milliards d'euros versus les 100 millions d'euros du plan hydrogène de Nicolas Hulot il y a 2 ans. Autant vous dire qu'on a quand même franchi un sacré pas, une marche importante qui doit normalement, je le souhaite et on y sera vigilant, embarquer toute une filière. Philippe Lacoste, ce que vient de dire le député Sellier sur le fait que l'État définit une politique budgétaire, elle est votée, elle devient une loi, et ensuite des allocations financières sont distribuées avec des directions bien précises, c'est ça la politique. Vous, finalement, au sein de votre job, il y a ça aussi à l'échelle internationale. Essayez de flécher, mais avec quand même beaucoup moins de pouvoir que ce que vient de décrire le député, essayer de flécher des fonds, des investissements vers la réalisation des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU. Quels sont les moyens que vous utilisez? Comment est-ce que vous construisez vos coalitions? Comment est-ce que vous évaluez vos résultats? Alors, vaste sujet. Alors, on n'est pas démuni de moyens, et ça montre aussi qu'on va dans une certaine direction. Le Fonds vert pour le climat, c'est typiquement un instrument international qui est destiné à faire ça avec des règles en fonction de certains pays ou d'autres. Dans le domaine de la santé, les grands fonds qu'on appelle les grands fonds verticaux,
le Fonds mondial contre la tuberculose, le sida et il m'en manque un, le paludisme, ça sert justement à flécher des ressources budgétaires qui sont des contributions nationales, parfois des taxes internationales sur des activités mondialisées, typiquement les billets d'avion. Alors en ce moment, ça ne rapporte pas beaucoup, mais ou les transactions financières. Et ça vient alimenter finalement au niveau global un peu le même fonctionnement qu'au niveau national, avec des cibles, des indicateurs, des règles. Alors bien sûr, il y a une question d'accès sur lequel nous, notre souci, c'est d'abord d'accompagner les pays qui sont dans les situations les plus difficiles. Donc il faut veiller qu'ils aient les capacités, je dirais, d'accéder à ce type de financement. Mais ils sont en tout cas conçus pour ça. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que moi, profondément, de ce que je ressens, c'est que les politiques publiques, désormais, ils sont de plus en plus bâtis avec l'ensemble d'une filière. C'est-à-dire que voilà, le mot maintenant, c'est partenariat. Alors, c'est pas, je dirais, c'est en fonction des sujets, avec certains et pas avec d'autres, au niveau national, au niveau international. On l'a vu pendant la COP21, sur certains sujets, eh bien voilà, on arrivait à construire, je dirais, le partenariat un peu idéal pour nous, 2 ou 3 grandes entreprises du secteur qui ont cette capacité d'investir, un réseau de PME parce que c'est elles qui mettent en œuvre, et puis des organisations de la société civile qui apportent un petit peu leur capacité de suivi et d'alerte si finalement les objectifs sont détournés. Et puis la puissance publique qui va encourager en y mettant des fonds, en mettant des dispositifs fiscaux particuliers. Donc je crois que l'ambition, alors qui est sans doute élevée, mais il le faut, c'est de construire au niveau international pour travailler justement sur ces enjeux globaux des mécanismes qui sont peu ou prou adaptés de ce qui se fait au niveau national. Merci beaucoup. Denis Simoneau, j'ai envie de revenir vers vous maintenant. Pour parler de L'Oréal, finalement, ce n'est pas si fréquent qu'on puisse discuter avec un haut responsable de L'Oréal. Là, vous venez de parler du développement durable au sens du groupe et la force de frappe d'un groupe comme L'Oréal en matière de développement durable. Et on comparait ça tout à l'heure à la force de frappe de la puissance publique. Et on a bien compris votre intervention. Il y a des nuances considérables entre les deux et il y a des ponts entre les deux mondes. Maintenant, passons à l'intérieur de L'Oréal. On a coutume de dire maintenant qu'il n'y a plus de frontières entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise et que le salarié ne cesse pas d'être citoyen en entrant dans l'entreprise. Mais dans les faits, qu'est-ce que vous constatez sur l'intérêt réel, on est là pour se parler réellement, l'intérêt réel des salariés de L'Oréal pour le développement durable? Et puis pour poser une question plus précise, quelle est la proportion de vos cadres dont la rémunération est directement liée à des résultats en termes de développement durable? D'accord. Je vais vous répondre, bien sûr, Stéphane. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Philippe Lacoste à l'instant sur les coalitions, parce que je crois que là, on voit bien effectivement comment se rejoignent la sphère publique, la sphère privée. Une entreprise comme L'Oréal, et je commence à répondre à votre question, elle est aussi impliquée dans des coalitions internationales sur des problématiques de développement durable. J'en cite 2 sur lesquelles je travaille assez fréquemment aujourd'hui, qui sont d'une part une coalition qui s'appelle Business for Inclusive Growth, donc coalition d'entreprises pour favoriser une croissance inclusive. Donc on travaille sur des sujets de droits de l'homme, sur des sujets d'achat responsable, sur des sujets de conditions de travail. Et elle regroupe des entreprises du monde entier. Elle a travaillé avec le G7 durant la présidence française. Et puis, il y en a une autre qui a été créée plus récemment qui s'appelle OP2B, donc One Planet for Biodiversity. Et cette initiative qui a été créée aux Nations Unies l'année dernière vise justement à développer un travail commun des entreprises pour avancer dans le sens de la biodiversité. Et donc, j'en viens à votre question plus précise sur la mobilisation et la façon dont les employés de L'Oréal sont impliqués. Je crois d'abord que, évidemment, aujourd'hui, et on le voit, les jeunes générations, dans leurs critères pour rentrer dans telle ou telle entreprise,
eh bien, le critère RSE est fondamental. Est-ce que l'entreprise, effectivement, est engagée, et au-delà d'un engagement de greenwashing, hein, est-ce que l'entreprise est réellement engagée dans des actions sociales, environnementales? Je pense effectivement, Madame la députée, que la loi Pacte, avec la raison d'être et les entreprises à mission, a conforté cette tendance, et en tout cas, personnellement, je m'en félicite. Mais c'est un facteur évidemment déterminant aujourd'hui pour des jeunes générations de venir ou pas dans votre entreprise que de regarder si vous êtes engagé. Ensuite, effectivement, nous avons mis en place un système de rémunération des cadres dirigeants qui comprend un critère de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons eu la chance depuis plus de 10 ans maintenant d'engager de vrais programmes en la matière, et donc on peut mesurer les engagements de tous les responsables du groupe dans ces activités de RSE. Et je voudrais donner juste 2 exemples qui sont assez uniques de la part de L'Oréal. Pardon de faire cette petite page publicitaire, mais vous m'y avez invité, donc j'y réponds. La première, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans en faveur des femmes scientifiques avec l'UNESCO. Donc on voit bien là de nouveau le pont entre la puissance publique et l'entreprise. Le programme For Women in Science, hein, qui vise à promouvoir l'accès d'abord des jeunes filles à la science et à la technologie, et ensuite à remettre des prix à des femmes scientifiques exemplaires qui, souvent, après avoir reçu le prix L'Oréal UNESCO, reçoivent le prix Nobel, ce qui est un signe de la qualité de notre exercice. Le deuxième exemple que je voulais donner, pour ne pas être trop long, mais qui me paraît aussi très parlant et significatif, c'est que nous avons un programme qui s'appelle Citizen Day, qui est la mobilisation de tous les employés de L'Oréal partout dans le monde, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, etc. Les salariés de L'Oréal sont invités à donner une journée de leur travail, payée par L'Oréal, au bénéfice d'organisations diverses. J'ai eu la chance, de mon côté, de travailler dans un centre d'hébergement pour réfugiés, de passer une journée avec les enfants apprentis d'Auteuil. Enfin bref, il y a toutes sortes d'organisations de ce type. Et chacune des employés de L'Oréal sont invités à passer cette journée. Ça s'appelle Citizen Day, ça a été fait il y a 10 ans. Et je peux vous assurer que quasiment 70% des employés partout dans le monde participent à ce genre de programme. À ma connaissance, c'est la seule entreprise qui a développé un programme mondial de ce type. Mais ça montre bien justement que, encore une fois, pour répondre à votre question, on n'est pas dans un engagement conceptuel, on n'est pas dans un engagement philosophique, on est vraiment dans un engagement réel, concret, et qui engage chacune et chacun des employés de L'Oréal. Merci beaucoup. Nous commençons à recevoir des questions du public. Et justement, une question posée à Madame Motin. Ne pensez-vous pas que les grands groupes utilisent le développement durable pour améliorer leur image de marque? Incontestablement, ça améliore leur image de marque, mais ça ne fait pas que ça. Si ça ne faisait que ça, c'est ce qu'on appellerait du greenwashing, effectivement. Mais en l'occurrence, quand L'Oréal fait du mécénat de compétences une fois par an, et je pense qu'ils font beaucoup d'autres choses, quand ils font attention, par exemple, à ne pas faire de tests sur des animaux en laboratoire avec leurs produits, ce n'est pas que de la communication. Il y a effectivement, et c'est louable, et je crois même d'ailleurs que nos petites entreprises qui font aussi plein de choses très bien devraient beaucoup plus communiquer sur ce qu'elles font bien. Bien évidemment, elles n'ont pas les budgets publicitaires et communication de L'Oréal, mais concrètement, oui, bien sûr qu'il y a de la com derrière le développement durable, mais quand il n'y a pas que ça, alors on avance tous. Et je crois que c'est ça qui compte. Très bien. Bettina Laville. Oui, je crois qu'il faut souligner que les tribunaux sont extrêmement sensibles à ce que ce ne soit pas du greenwashing. Par exemple, quand une entreprise est attaquée sur une violation X ou Y de la loi, eh bien de plus en plus, c'est une circonstance aggravante que l'entreprise ait signé un engagement et non seulement n'est pas tenu cet engagement, ça c'est très difficile à sanctionner par la loi, mais n'est pas été dans la légalité pure et dure. Et il y a un certain nombre de jugements qui disent d'autant que, alors c'est très mal, etc., d'autant que, et ça c'est très très important. Ah oui. Merci beaucoup, Bettina.
Une question maintenant pour Philippe Lacoste. Donc Philippe Lacoste, vous défendez le développement durable au nom de la France à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes face à l'administration Trump? C'est la question de l'un de nos auditeurs. Écoutez, l'administration Trump est ce qu'elle est, mais c'est qu'un membre parmi d'autres dans les négociations internationales. Donc, là, on parle de l'administration Trump. Oui, je comprends bien, mais vous voyez que quand, par exemple, l'administration Trump décide de se retirer de l'accord de Paris, c'est son droit le plus strict. Ça n'empêche pas l'accord de Paris de continuer à fonctionner. Alors certes, avec un acteur majeur qui n'est pas là, mais ça ne bloque pas, je dirais, l'ensemble de la négociation internationale. Là où ça devient bloquant, c'est bien sûr quand ce pays, en se retirant, retire aussi ses contributions financières. Et comme les États-Unis pèsent un petit peu en la matière, c'est vrai que du coup, l'organisation internationale a moins de moyens. On essaye de compenser. Lorsqu'il y avait eu des problèmes, par exemple, sur le Fonds vert pour le climat, eh bien, l'Union européenne, par exemple, a fait ce qu'il fallait pour que finalement les budgets soient... mais elle ne peut pas le faire sur tous les sujets. Donc, ce sont des périodes difficiles, mais comme ça, dans l'histoire diplomatique, il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres. Donc, on continue à travailler en espérant des jours meilleurs. La bonne nouvelle, c'est que face, j'imagine, à l'administration Trump, vous êtes tenu d'affûter vos arguments et que finalement vous renforcez pour la suite. C'est exact. La bonne nouvelle. C'est exact. Et en matière de climat, là aussi, et ils sont nombreux aujourd'hui. Tous ceux qui ont travaillé savent qu'au niveau des États fédérés, par exemple, eh bien, il y a des mesures qui sont prises qui vont contre je dirais, ou à l'encontre des directives de l'administration fédérale et qui vont dans des sens qui sont beaucoup plus favorables à la limitation des effets pour le changement climatique. D'ailleurs, le droit américain que l'on conteste beaucoup quand il s'exerce à l'extérieur, à l'intérieur du pays, effectivement, sert de véritable contre-feu face à certaines décisions de la Maison-Blanche. On l'a vu souvent, notamment dans les questions environnementales. Non, vous avez raison. Et puis après, il y a Madame Laville l'a très bien expliqué, il y a des questions un peu de nature juridique qui portent à la souveraineté. Lorsque l'Amazonie brûle pour des raisons volontaires parce que veut encourager la culture du soja, ce que je dois souvent rappeler à mes collaborateurs qui sont enthousiastes, qui veulent défendre la cause, c'est que voilà, on ne va pas imposer des règles au Brésil qui sont sur leur territoire. En ce moment, c'est pour le moins qu'on puisse dire pas très favorable à ces enjeux-là. Donc on essaye de trouver des moyens par des coalitions régionales de faire pression pour, je dirais, augmenter les résultats. Ou en tout cas, je pense que ce qui est très important, c'est on l'a dit plusieurs fois, mais moi j'y crois fondamentalement, c'est la transparence. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est qu'on ait des systèmes d'alerte, des systèmes d'indicateurs qui permettent de dire, bon finalement, cette politique publique, ce bien commun mondial, il est actuellement menacé, que ce soit l'atmosphère, les océans, les forêts tropicales. Et si on a ces instruments, après, c'est une question un peu de rapport de force au sein des négociations internationales. Merci Philippe. Sandra Mottin. Dans ce que vous venez de dire, Monsieur Lacoste, moi, il y a une chose qui me semble essentielle, c'est le rôle de l'Europe. C'est vrai que face aux États-Unis, face à des très grandes puissances comme la Chine également, je crois qu'il est important que la France continue à être un moteur, mais je crois surtout que l'Europe a un rôle essentiel à jouer parce que nous pesons forcément beaucoup plus à 27 que chacun de son côté. Et donc, c'est vrai que là-dessus, le président de la République a été aussi un très fort promoteur à la fois de l'Europe, mais surtout du rôle de l'Europe dans le Green Deal, qui est porté aujourd'hui par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et je pense qu'on a là effectivement un outil qui est une force vraiment de négociation qui va nous faire avancer au niveau mondial, parce que c'est toujours un des problèmes qu'on rencontre quand on parle de ce développement durable, c'est à quel rythme nous allons par rapport à nos voisins. Quand on veut s'imposer, et je l'entends beaucoup en ce moment, et j'ai la chance de faire partie d'un groupe de députés qui va travailler avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, et ils ont eu un débat il y a quelques jours sur les problématiques de l'aéronautique et de l'aérien.
Quel est le degré, je dirais, d'avancement que nous devons, nous, puissance publique, poser ou mettre le curseur sur la taxation, par exemple, des billets d'avion? Comment est-ce qu'on va se déterminer entre les objectifs nationaux que nous poursuivons et ce que nous voulons impulser au niveau international et notamment au niveau européen? Quel est le bon curseur? Quel est le bon timing? Combien de temps est-ce qu'il faut qu'on se donne pour réussir à convaincre nos voisins européens que peut-être, et même mondiaux, que peut-être il va falloir effectivement changer notre fiscalité mondiale sur le kérosène? Donc tout ça, en fait, la puissance publique, elle est là aussi pour essayer de trouver le bon tempo, de mettre les curseurs aux bons endroits, pour répondre à la fois aux demandes sociétales, mais aussi pour qu'au niveau du capitalisme, et donc je pense effectivement à toutes ces entreprises de l'aérien, donc que ce soit des constructeurs aéronautiques ou que ce soit aujourd'hui des compagnies aériennes, pour que la transition puisse se faire de manière durable, c'est-à-dire de manière soutenable. Et c'est là, en fait, le rôle de la puissance publique. Et c'est un rôle d'équilibriste assez compliqué à tenir, je dois vous l'avouer, moi qui suis assez novice en la matière. Merci beaucoup. Denis Simoneau, est-ce que vous avez envie d'intervenir sur cette partie de la conversation? Oui, si vous voulez bien. Moi, je voulais effectivement réagir à ce que vous disiez sur l'administration Trump. Il est évident que face à une administration qui est extrêmement réticente, et c'est malheureusement pas la seule à travers le monde, on a plusieurs moyens d'action. Et de fait, on voit bien que les opérateurs privés, beaucoup d'entreprises américaines, restent engagées par rapport à l'accord de Paris. Parce que ces entreprises ont compris effectivement qu'il y avait là un enjeu de responsabilité dans lequel elles s'inscrivaient. Elles ne voulaient pas revenir en arrière, même si le président des États-Unis, lui, décidait qu'il fallait sortir de l'accord. Et puis, deuxième niveau, et Madame la députée l'a mentionné, il y a évidemment ce niveau européen qui me paraît fondamental. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec le Green Deal, avec tout ce qui avait été engagé auparavant, l'Union européenne a une vraie crédibilité sur les questions de développement durable. Et je pense qu'il ne faut certainement pas perdre cette priorité. Moi, je me félicite que dans les grandes priorités de l'Union européenne et même après la crise de la Covid, reste ce Green Deal européen qui recouvre beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques et qui permet aussi finalement à tous les acteurs européens d'afficher un élément pardonnez-moi ce genre, de compétitivité hors prix. C'est-à-dire qu'on est compétitif par son prix, bien sûr, mais on est compétitif aussi par ce que l'on produit, ce que l'on emporte dans sa production, répond à des objectifs de développement durable. Et c'est là où je réponds aussi à la question sur est-ce que les entreprises font uniquement de la communication quand elles font du développement durable? Non, bien sûr que non. Ça fait partie, évidemment. On communique sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il faut toujours faire savoir ce que l'on sait faire. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. Évidemment, c'est un engagement qui correspond à une responsabilité sociale et environnementale intégrée dans l'activité de l'entreprise privée. Denis, une question supplémentaire pour L'Oréal. Vous travaillez dans probablement une centaine de pays. Dans ces 100 pays, les exigences en matière de développement durable sont très différentes. Comment faites-vous? Vous vous adaptez à la législation locale ou alors vous imposez partout les règles les plus exigeantes et les plus pionnières et les plus visionnaires? Comment est-ce que vous abordez la question? D'abord, par définition, nous respectons la loi des pays dans lesquels nous nous trouvons. Ça, on est bien obligé, sinon on irait devant les tribunaux. Et même en prenant Bettina Laville comme avocate, on aurait des difficultés. Mais pour être sérieux sur votre question, je pense que ce que nous avons fait depuis de nombreuses années, c'est qu'on a engagé effectivement un programme, notamment en matière de changement climatique, extrêmement important, puisqu'on souhaite qu'en 2030, toutes nos installations, on a 42 usines dans le monde, et on a plus d'une centaine de centres de distribution, une quinzaine de centres de recherche et d'innovation. Bref, on est effectivement partout sur la planète. Eh bien, nous avons engagé un programme qui fera que toutes nos installations seront carbone neutres
d'ici 2025. Et donc, nous sommes proches de réaliser cet objectif et ça nous paraît extrêmement important. Je donne un exemple récent puisqu'il est arrivé au Brésil, un autre pays où l'administration du moment n'est pas forcément la plus engagée sur le respect de l'accord de Paris. Eh bien, nous avons conclu un accord avec une entreprise française du secteur énergétique que je connais bien pour faire en sorte que toute notre production énergétique soit sur de l'éolien et du solaire, donc sur l'énergie renouvelable. Et je pense que ça, c'est effectivement aussi un moyen de démontrer que, quelles que soient effectivement les orientations générales du pays où nous nous trouvons, nous avons décidé de nous engager sur cet objectif de carbone neutre en 2025 et nous le réalisons effectivement pays après pays, installation après installation. Dernier commentaire, nous avons depuis 5 ans intégré un programme qui s'appelle Science Based Target, qui est un programme dans lequel vous trouvez le WWF, vous trouvez le Carbon Disclosure Project, enfin, beaucoup d'organisations qui ont une très grande respectabilité internationale sur les questions de développement durable. Et dans ce cadre, vous avez des engagements avec des indicateurs très précis pour vérifier que, les décisions que vous prenez sont pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1, donc le premier échelon. Ensuite, deuxièmement, pour vérifier que tous vos fournisseurs, notamment d'électricité, d'eau, etc., sont engagés dans ce programme de diminution des gaz à effet de serre. Et puis, troisièmement, et c'est plus important parce que c'est l'essentiel, que toutes nos parties prenantes, c'est-à-dire nos fournisseurs, mais aussi nos consommateurs et nos partenaires, eh bien, on les aide à accomplir cet effort de réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un programme extrêmement engageant et qui démontre bien que, encore une fois, on est bien au-delà de la communication, on est sur quelque chose de très concret. Merci beaucoup. Anthony Sellier, revenons un instant à ce que vous nous disiez tout à l'heure en début de table ronde sur le fait qu'une des prérogatives de l'État, et c'est un des armes les plus puissantes qu'il ait dans les mains, c'est la politique budgétaire, en particulier la politique fiscale. La politique fiscale est très tournée en ce moment vers la rénovation énergétique des bâtiments. Quand on investit des sommes considérables sur la rénovation énergétique des bâtiments, donc c'est un choix, on le fait au détriment d'autres choix possibles. Comment ça se passe? À quel moment est-ce que vous, députés, vous faites pencher la balance pour ça, et puis ça va attendre? Alors déjà, c'est pas du fiscal, c'est une prime. C'est un accompagnement financier. Comment on fait pour faire cet arbitrage? On peut le regarder sous différents prismes. Un des indicateurs principaux, c'est que le bâtiment, ça représente 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Et en plus, la rénovation énergétique des bâtiments, publics ou privés, il a plusieurs externalités positives. La première, c'est qu'il rend un bâtiment plus efficient sur le plan énergétique. Ce qui veut dire que sur la facture du citoyen ou du propriétaire, pardon, eh bien, on va avoir un effet positif sur le montant. C'est bon pour la planète puisqu'on va diminuer le volume d'émissions de gaz à effet de serre. Accessoirement, parce que je suis au Conseil supérieur de l'énergie, c'est aussi bon pour notre système énergétique en matière d'équilibre, puisqu'il y aura moins de demandes. Donc, sur des phénomènes ce qu'on appelle les phénomènes de pointe, il y aura moins de demandes. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, une autre externalité positive sur le plan social, sur le plan de l'emploi, c'est que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Parce que les personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans les bâtiments sont des artisans RGE, des artisans de votre ville, de votre village, qui vont avoir à intervenir chez le propriétaire. Voilà ce qui peut animer des arbitrages de ce type-là, qui touchent finalement, qui ont j'ai parlé d'externalités positives, mais qui ont un bénéfice multisectoriel, voilà, un bénéfice environnemental, un bénéfice social, un bénéfice financier dans le cadre de l'intérêt général de notre bien commun. Merci beaucoup. Nous avons là une question un peu générale, mais
à laquelle, j'imagine, Bettina Laville, vous auriez envie de répondre, et peut-être tout le monde autour de la table aurait envie de répondre, y compris ceux qui sont loin de la table, mais qui sont quand même autour de la table. Comment réguler le capitalisme au-delà du droit? C'est-à-dire, voilà, quels sont en plus d'imposer un certain nombre de règles de droit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et surtout, j'imagine, de mieux? Alors, je vais prendre environ 1h30. Avec attention. Voilà. Vous avez quand même que 6 minutes. Oui, je m'en doute un peu, figurez-vous. Premièrement, on ne peut pas réguler le capitalisme avec des règles de droit international, sauf à travers, je parle sous l'autorité du Quai d'Orsay, comme on dit, qui est à ma droite, sauf dans certains conflits précis, qui sont la plupart du temps régis par l'OMC, il faut bien le dire. Bon. Et ça, c'est une grande faille de notre système pour faire évoluer le capitalisme. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a des sanctions dans tous les conflits militaires. Il y a des sanctions, l'OMC prévoit des sanctions. L'ensemble du droit international sur l'environnement ne prévoit pas de sanctions. Et d'ailleurs, s'il y avait eu des sanctions, nous n'aurions pas signé l'accord de Paris parce que les pays n'auraient pas voulu le signer. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Je suis persuadée que ça va évoluer. Parce que quand on va basculer d'une inquiétude générale depuis qui aujourd'hui effectivement s'accentue à un problème de survie générale dans la planète, des espèces. Alors tant que c'est des espèces, vous savez, c'est dramatique, mais les gouvernants le déplorent, etc., font des programmes, mais ne se mobilisent pas trop. Mais quand ça sera vraiment des populations entières qui seront menacées, il est évident que nous passerons très certainement à un autre droit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la régulation du capitalisme international, elle se fait par les investissements et elle se fait par les grands fonds d'investissement. Et ça, moi, ce que je vois de très prometteur en ce moment, c'est que les grands fonds d'investissement sont de plus en plus intéressés par les objectifs de développement durable, par l'impact, en l'occurrence, par l'impact qu'ont leurs activités sur la planète au niveau environnemental, au niveau sociétal, etc. Et ça, par rapport aux ODD qu'on a peut-être tendance parfois à voir comme la dernière invention technocratique de l'ONU, en fait, 17 ODD, 169 cibles, etc. Enfin voilà. Eh bien, c'est très très important et de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de fonds d'investissement les prennent comme boussole, je dirais, de leurs investissements. Ça n'existait absolument pas, je dirais, il y a 10 ans. Ça n'existait pas du tout. Et ça avance très vite. Ça fait partie des rares choses qui avancent vite dans la sphère du développement durable. Deuxième observation. Troisième observation, les grandes entreprises prennent pas simplement des engagements, mais se rendent bien compte que c'est leur activité même qui est menacée par les changements climatiques, la perte de biodiversité, etc. Et leurs activités perdent de la valeur quand elles sont impactées par là. Je veux dire, une grande centrale est évidemment totalement impactée par plus de chaleur. Je veux dire, voilà. Les centrales nucléaires, par exemple, sont extrêmement inquiètes du réchauffement climatique, tout simplement à cause des circuits de refroidissement, etc. Première observation. Deuxième observation, quand vous utilisez le sol, quand vous utilisez... C'est ça, hein, l'activité, évidemment, la première activité industrielle, c'est l'activité extractive. Quand il y a dans les sols... alors, on peut le regretter, parce qu'il faut beaucoup moins dépouiller le sol de ses richesses. Mais en même temps, quand les sols sont pollués, etc., enfin, vous voyez, on peut décliner tout ça. Donc, il y a un vrai mouvement. Je ne crois pas que, vu l'état du monde, on puisse réguler le capitalisme, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, le G7, etc., d'abord là, c'est pas réuni, tout simplement. Le G20 extrêmement divisé. On est
dans un État multilatéral du monde, et ambassadeur Vimont dans Le Monde, justement, il y a 2 jours, le remarquait de manière absolument percutante. On n'est pas dans une bonne époque multilatérale en ce moment, et la Covid n'arrange rien. Mais 2 observations. La première, c'est que à Davos, par exemple, les risques et les risques climatiques ont été mis cette année, avant la Covid, au niveau du premier risque mondial. Bon, avant, ce n'était pas ça. C'était le risque financier, etc. Alors, vous me direz, ils auraient pu mettre la pandémie, mais enfin, je veux dire, ils feront mieux la prochaine fois. Voilà, donc ça, c'est évident que chez les grands financiers, et du coup, ça a une influence absolument fondamentale, parce que qui pointe sur la richesse du monde, le risque environnemental, climatique, etc., eh bien, évidemment, il y a quelque chose d'important qui se fait. Et deuxième et dernière observation. Ouais, et deuxième, c'est quand même moins qu'1 heure et demie pour les questions. Et deuxième observation, si vous voulez, là-dessus, je pense qu'il y a, et je vais reprendre ce qui a été dit par tous, les coalitions, et les grandes coalitions d'acteurs, et particulièrement d'entreprises, sont très importantes, au point qu'en ce moment, où on a quand même, il faut bien dire, une frilosité des États en ce moment, qui sont concentrés sur le risque pandémique, etc., eh bien, moi, je compte beaucoup sur les très grandes entreprises pour porter la flamme, alors qu'auparavant, quand on a commencé à la conférence de Rio, etc., eh bien, les grandes entreprises nous accompagnaient gentiment et je dirais poliment, tandis que maintenant, elles sont souvent aux avant-postes. Merci à tous. Merci Bettina. Merci à Denis Simoneau, Anthony Sellier. Et je passe la parole à Thomas. Merci beaucoup. On a, grâce à Bettina Laville, déjà une avant-garde, un avant-poste sur les thèmes de la suite de ces rencontres du développement durable. On va parler du rapport entre climat et conflit avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, l'ambassadeur de France Alain Leroy, le 25 après-midi. On va parler de ce sujet-là avec le professeur Bertrand Badi et Gilles Boeuf du Muséum d'Histoire naturelle le 28. On va parler justice climatique dès demain après-midi, et pour cause. Jacques Chirac proposait dans son dernier quinquennat la création d'une organisation mondiale de l'environnement. On a reposé la question aux Français récemment dans un sondage OpinionWay réalisé par notre partenaire pour les rencontres du développement durable, et ils sont 72% à soutenir l'idée d'une organisation mondiale du développement durable qui permettrait de traiter les points que Bettina Laville vient de souligner. Je voudrais remercier Stéphane Marchand, rédacteur en chef de Pour l'Écho, un des partenaires médias de Rencontres du développement durable. Évidemment, tous nos intervenants qui incarnent par leur diversité la logique de coalition que Bettina Laville essayait de mentionner à l'instant, entre les entreprises, notre partenaire bienfaiteur L'Oréal, les partenaires bénévoles qui sont les grandes plateformes de la société civile comme le Comité 21, évidemment les acteurs institutionnels comme le Quai d'Orsay. En cette période d'Assemblée générale des Nations Unies, c'est essentiel, et les parlementaires qui, pied à pied, font progresser la loi au Parlement, et on a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Cette journée continue, on va continuer avec tous ces types d'acteurs d'en discuter. Vous pouvez poser vos questions sur la page les-rdd.fr/live pour que nos orateurs répondent à vos questions, à vos remarques, à vos suggestions. Évidemment, vous pouvez aussi participer sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDD 2020, et on reprend à 15h45 pour essayer de poursuivre cette réflexion sur la transformation du capitalisme en prenant le prisme de l'économie sociale et solidaire. À tout à l'heure.